Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous partageant les actualités et les informations qui ont retenu notre attention cette semaine, suivi d'un extrait de l'événement La Grande Consultation Horizon 2030, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu, qui a eu lieu le 12 février dernier. Notre journaliste Marie-Ève Brisebois rencontre M. Martin Ballaire, coordonnateur du service aux citoyens au Centre de bénévolat de Saint-Basile-le-Grand, pour discuter des bonnes pratiques à adopter lorsqu'on fait des dons de vêtements. On discute également avec Mme Roxane Pommier, agronome et agente de développement agricole et bioalimentaire à la MRC-VR, pour parler de la mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole. Notre chroniqueur Mathieu Carrière, courtier immobilier dans la vallée du Richelieu, nous éclaire sur les tendances et les prévisions du marché immobilier cette année. Finalement, on reçoit M. Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire, pour revenir sur le bilan des acquisitions 2023 de la ville et ses actions en faveur des milieux naturels. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. Voici les actualités retenues par l'équipe de TVR9. La Ville de Belleuil est heureuse de souligner la contribution à la communauté des résidents de sa ville avec son programme de reconnaissance des bénévoles depuis 2021. Dans le cadre d'une cérémonie de remise de prix qui se déroulera début mai, celui-ci permet de récompenser avec une bourse en argent les lauréats s'étant démarqués par leur implication bénévole. Les personnes intéressées peuvent accéder au formulaire de mise en candidature ou consulter le programme de reconnaissance des bénévoles sur le site de la Ville. Veuillez noter qu'une toute nouvelle date de dépôt est maintenant le 29 février 2024. L'organisme Informel offre une série de sessions d'information juridique en droit de la famille. Celles-ci sont animées par des juristes pour permettre à toutes et à tous d'en apprendre davantage sur leurs droits et obligations en matière familiale. Les prochaines sessions d'information porteront sur la garde des enfants et pensions alimentaires le 18 mars prochain, ainsi que sur le testament et la succession le 19 mars 2024. Ces deux sessions d'information sont totalement gratuites, mais sur inscription seulement. Elles auront lieu en virtuel de 19h à 21h. Pour plus d'informations, visitez informel.org. Dans le cadre du programme Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité, le député de Chambly, M. Jean-François Roberge, est heureux d'annoncer l'octroi d'un montant de 150 150 $ au Centre de bénévolat de la Rive-Sud. Au nom de la ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ce financement fait suite à l'appel de projet 2023-2024 lancé au cours de l'été dernier. Cet appel de projet permet d'augmenter le nombre de travailleurs de milieu dans les communautés et ainsi de joindre et accompagner plus de personnes aînées vulnérables. Il sera également un appui d'envergure à des initiatives de gériatrie sociale en cours de déploiement. La prévention des dépendances a toujours été la prémisse de la Fondation Jean Lapointe. Et alors que le défi 28 jours sans alcool de la Fondation bat son plein, vous êtes plus de 1360 participants en Montérégie inscrits, ayant récolté déjà plus de 117 000 $ sur les 600 000 amassés à travers la province. Pour sa collecte de fonds cette année, la Fondation vise 1 million de $. Il est donc encore temps d'inviter votre entourage à s'inscrire ou à donner au défi28jours.com pour changer des vies. C'est avec enthousiasme que la Ville de Chambly désire informer ses citoyens de la mise en service de 4 nouvelles bornes de recharge dans le stationnement du Parc des Patriotes. L'aménagement de bornes de recharge pour les véhicules électriques ainsi que d'une station de lave-glace s'harmonisait naturellement avec la politique environnementale 2022 de la Ville de Chambly. L'accès à ce service est disponible par le boulevard Anne-le-Seigneur et cette action a pour but d'encourager les citoyens à diminuer leur empreinte écologique et la réduction à la source de déchets. L'Union des municipalités du Québec lance l'appel de candidature pour l'édition 2024 des prix Francine Ruet-Jutras et personnalités de la relève municipale. Ces deux distinctions reconnaissent l'apport et le travail des femmes et des jeunes d'exception qui se démarquent sur la scène politique municipale. La date limite pour participer aux deux concours est le 19 mars 2024 à 16h. C'était vos actualités TVR9.
TVA9 s'est rendu à Carignan pour assister à la grande consultation Horizon 2030 organisée par la CCIVR. Cet événement, qui rassemblait plus d'une centaine de participants issus de différents secteurs d'activité, se voulait une réflexion collective sur l'avenir de la vallée du Richelieu. Au terme de cette consultation, la CCIVR souhaite soumettre un livre blanc aux municipalités dégageant les 4 grandes orientations pour 2030. M. Charles Millard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, s'est adressé aux participants. Voici quelques extraits de sa conférence. Je constate qu'il y a plusieurs secteurs d'activité qui sont représentés. Je lisais sur la préparation de l'événement, donc 8 secteurs d'activité, puis je voyais plusieurs parallèles à faire entre des secteurs d'activité. Donc, dans un premier pool, je vous dirais, je mettrais le commerce de détail, la restauration, le tourisme, puis le milieu des arts. Je considère que ce sont des secteurs, premièrement essentiels à la vitalité de nos régions, mais deuxièmement, des secteurs qui ne se sont pas complètement encore remis de la pandémie et de la contraction économique qu'on vit en ce moment, et qui, malheureusement, commencent à avoir de moins en moins de sympathie de la part de nos élus. Et moi, je trouve ça très regrettable. À titre d'exemple, je n'embarque pas dans un débat politique, ce n'est pas pertinent, mais comment on appelle ça, le rapatriement du compte d'urgence fédéral il y a un mois. On sait que, bon, finalement, on n'a pas réussi à faire changer le gouvernement d'idée, mais ça demeure une situation très problématique dans plusieurs régions. À titre d'exemple, il y a 187 000 entreprises au Québec qui ont contracté le compte d'urgence dans les dernières années. Et on estime, selon les chiffres de nos collègues de la FCEI, qu'environ 20 ne sont pas capables de le faire. Alors là, je vous rappelle que 20 de 187 000, ça ne fait pas 8 entreprises, là. Ça fait une quarantaine de mille entreprises. Donc là-dedans, il y a des entreprises qui vont prendre un engagement ou qui l'ont pris avec leur banque, avec leur caisse, avec leur institution financière pour rembourser, mais c'est un autre prêt qui s'ajoute à d'autres prêts qui existent. Et puis, il y en a d'autres qui ne seront pas capables de rembourser. Alors, on est dans une économie de marché, donc c'est normal qu'il y ait des fermetures. L'idée, c'est pas, on n'est pas dans un système communiste où l'État paie tout. Donc, c'est normal qu'il y ait des faillites, mais en même temps, entre vous et moi, 40 000 entreprises en danger, c'est un gros problème au Québec. Et puis, ça l'est beaucoup dans le secteur, c'est pour ça que je vous parle de ça maintenant, de la restauration puis du tourisme. Plusieurs petites entreprises là-dedans sont touchées par cette situation-là. Et comme je mentionnais en entrevue la semaine passée, un restaurant qui ferme sur la rue McGill à Montréal, c'est triste, oui, c'est triste, mais 1 ou 2 restaurants qui ferment sur la rue principale, à Belleuil, à Montmagny, à Saint-Hyacinthe, par Rouyn-Noranda, ça fait un méchant trou dans le tissu entrepreneurial puis dans la vitalité des cœurs de ville et de village. Alors souvent, on pense, on a vu comme ceux qui vont à Place des Arts à l'occasion, la brasserie T qui a fermé récemment. Donc, c'est un nom où les gens sont comme « Oh mon Dieu, la brasserie T ferme ». Alors oui, c'est triste, mais encore une fois, si on se promène à Rivière-du-Loup puis vous voyez 2 restaurants qui ferment la même semaine, ça fait un méchant trou. Alors, il faut considérer ça de cette façon-là. Donc, c'est pour ça qu'on demande qu'il y ait des mesures qui soient dans les prochains budgets fédéraux et provinciaux pour aider ce secteur-là. On doit se préoccuper de garder l'instinct entrepreneurial fort au Québec. Il faut que ce soit le fun, intéressant, tentant, de se partir en affaires, d'investir son argent, de prendre des risques et d'en récolter les bénéfices et de faire de l'argent avec ça, parce qu'il n'y a rien de mal à faire de l'argent avec notre propre argent qu'on investit et quand on prend des risques. Alors ça, c'est un point qui est très important. Il faudra voir comment on peut ramener ça dans la région comme réalité, mais je pense qu'il y a un grand déséquilibre en ce moment entre la relation entre le gouvernement du Québec et les villes. On est dans une situation où les besoins sont carrément dans les villes. On le voit avec l'itinérance, on le voit avec la situation justement de la vitalité des cœurs de villages et de villes au Québec. On le voit avec la crise du logement. Donc, les plus vieux d'entre vous se rappelleront qu'on disait toujours avant, les besoins, l'argent est au fédéral, les besoins sont au provincial. C'est encore vrai, mais là, on se ramasse maintenant aussi avec l'argent est souvent au provincial et les besoins sont dans les municipalités. Bon, il y a peut-être moins d'argent au provincial qu'il y en avait ou qu'il y en a au fédéral, mais je pense qu'on est dû pour repenser la relation qu'on a entre le gouvernement du Québec et les villes à ce titre-là. Ça fait 4 ans que je suis à la Fédération. C'est la première fois, vraiment, qu'on m'invite à une session de réflexion stratégique avec 130, 125 personnes dans la salle. Ça démontre c'est quoi la Chambre de commerce de demain. Oui, c'est des tournois de golf, oui, c'est des galas,
oui, c'est des affaires gouvernementales, mais c'est aussi de la stratégie pour influencer le jeu régional. Puis je pense que c'est ça que vous allez faire aujourd'hui. Alors vraiment, félicitations. Puis merci. Bonne journée. Pour le Centre de bénévolat de Saint-Basile-le-Grand, chaque don a une importance. Toutefois, il arrive de plus en plus fréquemment que ceux-ci soient endommagés. Je suis avec M. Martin Baller, coordonnateur au service aux individus. M. Baller, tout d'abord, parlez-nous un peu de la problématique en ce moment. La problématique qu'on vit, on la vit partout, dans toutes les friperies. Les gens font des dons à l'extérieur des cloches. Et ça fait en sorte qu'on reçoit beaucoup de dons qu'on doit se départir parce qu'ils sont souillés. Les petits animaux rentrent à l'intérieur des sacs, l'eau, la neige, la glace. Dans le temps des fêtes, c'était incroyable tout ce qu'on a pu ramasser et qu'on n'a pas pu redistribuer. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans les cloches de récupération ou non? Premièrement, dans nos cloches, à nous, c'est que des vêtements. On n'accepte rien d'autre que des vêtements dans des sacs. Donc, je ne sais pas de prendre des mini-sacs, là, mais au moins prendre un sac d'une grandeur normale, et pas trop gros, pour ne pas embourber inutilement l'entrée des sacs, faire en sorte que finalement, il n'y a plus de place et on doit les mettre à l'extérieur. Et nous, tout ce qui est mis à l'extérieur, on doit s'en départir parce qu'ils sont souillés. Donc, surtout l'hiver, là, c'est encore pire. Donc, vous parlez de vêtements, mais il doit arriver que vous recevez aussi des objets ou des électroniques? Toutes sortes de jouets, toutes sortes d'électronique, des objets, des tasses, des verres, des assiettes, toutes des choses que nous, on ne récupère pas. Donc, nous, on a une collaboration avec Bric-à-Brac à Saint-Basile, puis eux les récupèrent, mais ça demande beaucoup d'énergie de la part de nos bénévoles, puis un certain découragement aussi. De quelle façon les bénévoles vous expriment leurs problématiques face à ça? Bien, toutes les semaines, on en parle, on en discute parce que vraiment, ils se sentent concernés par ça, parce qu'ils mettent beaucoup d'énergie. Nos bénévoles sont assez vieillissants aussi, donc les gens ont moins la forme. Moi, je l'ai faite une fois, puis c'était vraiment là, difficile, c'était lourd. Nous, c'est difficile, on doit emmener ça au 2e étage. Donc oui, on a un ascenseur, mais c'est de se rendre de l'extérieur à l'intérieur qui est vraiment pas évident. Donc, sincèrement, on demande la collaboration du public. S'il vous plaît, vous prenez la peine de nous envoyer du beau linge, bien, faites en sorte qu'on puisse s'en servir, qu'on puisse le redistribuer en faisant en sorte que, premièrement, il arrive propre dans les petits sacs, que ce soit facile à manipuler. Donc, et puis, surtout, le mettre dans la cloche et non pas le mettre en avant de la cloche ou le mettre devant le bâtiment. On en retrouve partout. Donc, pour nous, c'est vraiment rendu une problématique. Et quels sont les vêtements que vous privilégiez, que vous aimez recevoir? Toutes sortes de vêtements, hein? Autant hommes, enfants, femmes, du linge pour les bébés, on en a, des chaussures, des bottes, des chapeaux. On reçoit toutes sortes de vêtements, on les accepte tous. C'est sûr que si jamais, à un moment donné, ils arrivent, ils sont souillés, ils sont sales, ils sont déchirés, bien, c'est là qu'on doit s'en départir. Et vous avez un partenaire pour ça? Oui, c'est La Collecte qui vient à toutes les semaines et ramasse au-delà de 200 sacs par semaine pour les rapporter là-bas. Donc, vous voyez, nous, on fait une grande rotation de nos vêtements à l'intérieur, mais à un moment donné, on ne peut pas les garder indéfiniment, donc on doit s'en départir. Et ce sont des vêtements qui étaient usagés ou trop en mauvais état? Il y a un peu de tout. Usagé, mauvais état, puis surtout des fois, hors saison, ça peut arriver. On n'a pas une grande place de storage. On essaie de les storer le plus possible, mais comme là, actuellement, on est en grande vente à 50% sur les manteaux d'hiver, les pantalons d'hiver, hommes, femmes, enfants. Donc, c'est 50% jusqu'au 17 février. Donc, la population, les citoyens qui veulent venir en aide à d'autres personnes doivent d'abord se renseigner sur la façon de faire. Merci, M. Baller, d'être passé aujourd'hui avec nous pour en discuter. Ça me fait un grand plaisir. L'été dernier, la MRC-VR a mis en place son plan de développement de la zone agricole et je suis avec Mme Roxane Pommier. Vous êtes agronome et agente de développement bioalimentaire et agricole à la MRC-VR. Bonjour. Bonjour. Et vous, dans le fond, vous êtes dédiée à ce projet-là, à ce plan de développement de la zone agricole. Et quel est votre rôle là-dedans? Mon rôle principal à la MRC, c'est de mettre en œuvre les actions du PDZA, donc du plan de développement de la zone agricole. On a plusieurs objectifs dans lesquels on a plusieurs actions. Au total, on a 39 actions. Pour vous donner quelques exemples des objectifs qu'on a, on a de valoriser la profession d'agriculteur auprès de la population, promouvoir les synergies dans toute la chaîne agroalimentaire, appuyer l'attraction de la main-d'œuvre et de la relève agricole.
On a aussi favorisé la cohabitation entre le milieu rural et urbain. Puis tout ce qui touche là, aux pratiques agro-environnementales, donc assurer la pérennité de l'eau en milieu agricole, tout ce qui touche à la biodiversité puis à la lutte au changement climatique. Wow! Donc, c'est un gros mandat. C'est un gros mandat, définitivement. Et vous l'avez dit, donc, une série d'actions qui vont être mises en œuvre dans les prochaines années. Et là, il y a la stratégie bioalimentaire Montérégie. En quoi ça consiste, cette stratégie-là? Oui, bien, c'est une stratégie d'abord qui a plusieurs objectifs en commun avec la mise en œuvre de notre PDZA. Donc, on était fiers de participer à cette initiative-là. Dans le fond, c'est une stratégie qui vise à concerter, à mobiliser puis à outiller tous les acteurs du secteur bioalimentaire en les accompagnant, en finançant puis en élaborant avec eux des projets qui vont être structurants puis qui vont viser à maintenir puis à mettre en place là, un système alimentaire durable et résilient. Oui, puis vous êtes donc partenaire de cette stratégie-là, la MRCVR. Oui. Comment vous collaborez? Bien, dans le fond, les projets de la stratégie bioalimentaire Montérégie vont viser à avoir un meilleur accès à une alimentation saine et locale, à consolider les projets d'économie circulaire, à soutenir les pratiques durables, puis à mutualiser les ressources sur le territoire. Donc ça, c'est tous des projets qui font partie de notre PDZA et auxquels on participe. Je pourrais vous donner quelques exemples des projets pour lesquels on est partenaire. Il y a le projet de symbiose agroalimentaire Montérégie qui est piloté par le Conseil régional en environnement, avec qui on a signé une entente de partenariat de 1 an. Donc, dans le fond, ça, c'est un projet d'économie circulaire qui vise à mailler, par exemple, une entreprise qui va produire des matières résiduelles, des résidus, des matières en surplus. On va mailler cette entreprise-là avec une autre entreprise qui va valoriser ces produits-là. Par exemple, ça peut être une entreprise, une microbrasserie qui produit de la drèche de microbrasserie. Oui. Puis on va mailler cette entreprise-là avec une boulangerie qui va utiliser la drèche de microbrasserie pour faire du pain. Wow! Donc, vous êtes impliqué là, dans la création, comme vous l'avez dit, de maillage entre ces entreprises-là. Oui, bien, c'est surtout c'est piloté par le Conseil régional en environnement, mais on peut participer là, au recrutement d'entreprises, à la diffusion des informations, diffusion du projet. Wow. Génial. Merci, Madame Pommier, de nous avoir éclairé sur ce PDZA. Puis, on va certainement rester à l'affût des projets qui vont découler de tout ça. Merci. Merci à vous. On s'est rendu au bureau de notre chroniqueur Mathieu Carrière, qui est courtier immobilier, pour discuter des différentes tendances et les prévisions du marché immobilier en 2024. Mathieu, la tendance du marché, à quoi ça ressemble en ce moment? Le marché va super bien. Étonnamment, je pense qu'au niveau des prédictions, on entendait peut-être une baisse majeure du marché, mais sincèrement, ce qu'on sent actuellement, c'est un marché qui est stable. C'est un marché que je vais dire équilibré, donc il y a autant d'acheteurs que de vendeurs actuellement sur le marché. On a vu une baisse depuis les 12 derniers mois, par contre, du nombre de transactions. Si on regarde pour les propriétés, on parle pour une propriété unifamiliale de moins 11 % et les condos, moins 17 %. Et par contre, on a une augmentation du nombre de propriétés en vente d'environ 50 % dans les deux catégories. Ce qui fait que les délais de vente sont quand même un petit peu plus longs. On parle du 45 à 50 jours, tout dépendant dans la région là, actuellement. Puis est-ce que c'est une norme, ça, 45-60 jours, par rapport à votre expérience? Je dirais qu'on se retrouve un petit peu du marché avant COVID. On est pas mal dans du standard. C'est sûr que c'est une moyenne, fait qu'il faut prendre en considération que les propriétés un petit peu plus dispendieuses sont plus longues à vendre, ce qui fait augmenter le délai de vente, mais sinon, on est dans un standard, je dirais. Là. Puis qu'est-ce qui expliquerait qu'on prédisait une baisse de propriétés mises en vente, d'achats, etc., et que finalement, c'est pas si pire? Je pense que il y a une forte demande de logements présentement au Québec. Je pense qu'on entend parler là, par différents paliers du gouvernement. Puis, cette demande-là ne cesse pas. Malgré la hausse de taux, les gens ont besoin quand même de se loger. Ce qui crée que le marché diminue. Oui, les valeurs ont diminué en passant aussi. Là, on parle, je dirais, d'un 2 % de moins dans les 12 derniers mois. Les valeurs de vente des propriétés. Oui, on va avec une valeur médiane. Ouais. Là. Fait que, autant pour le condo que pour l'unifamilial standard. Fait que c'est dur à lire, mais je pense qu'on est dans un marché qui est quand même encore très vigoureux, très intéressant. Et j'ai l'impression qu'avec les baisses de taux qui sont annoncées et ce que je me fie aussi aux économistes que j'entends, que les propriétés vont repartir en hausse au niveau des valeurs.
c'est ce que je pense qui va arriver en 2024. Donc, est-ce que vous considérez que ce serait un bon moment pour vendre si on a une propriété, étant donné que... Oui, je pense que c'est un bon moment pour vendre. Les valeurs n'ont pas tant diminué. J'ai l'impression qu'ils vont augmenter, mais ils vont augmenter, je pense, d'une façon un petit peu plus stable. Et pour un acheteur d'acheter actuellement, c'est le bon temps aussi parce qu'on ne prévoit pas, je pense, en tout cas, selon ce que j'entends aussi des économistes, on ne prévoit pas des baisses. Au contraire, on prévoit des augmentations. Donc, si on attend, on risque de payer peut-être plus cher. Quand les taux vont baisser, je pense aussi que ça va restimuler encore plus le marché qui est déjà, selon moi, stimulé encore. Oui. Puis, évidemment, avec votre équipe, vous couvrez la région de la vallée du Richelieu. Oui. Est-ce qu'il y a des disparités d'une ville à une autre? Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de micro-marché. C'est sûr qu'il y a des villes un petit peu plus populaires que d'autres, comme Saint-Hilaire étant une ville prisée par rapport à la montagne, le Richelieu, Belleuil aussi, Otterburn Park, mais c'est des villes qui sont très similaires. Et dans la vallée du Richelieu, pas dans la vallée du Richelieu, excusez-moi, mais dans les statistiques que je vous donne, c'est pour les villes de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Mathieu de Belleuil. C'est ce qu'on appelle le secteur 47 au niveau de l'APCIQ. On peut retrouver ces informations-là sur le site d'ailleurs en allant consulter le baromètre du marché. Et quelles sont vos prévisions pour la suite, là, pour les années à venir? J'aimerais avoir une boule de cristal pour vous faire des prédictions super précises, mais je pense qu'on a encore de très belles années dans l'immobilier. Je pense que c'est un marché qui est prudent, qui a eu une grosse hausse, mais je pense que ça va continuer d'augmenter et ça reste, selon moi, encore une fois, une des sources d'investissement les plus sécures. Donc, vous êtes vraiment optimiste pour la suite. Oui. Merci, M. Ça fait Carrière, plaisir. d'avoir partagé les tendances du marché actuel. Avec plaisir, dans Andréane. l'immobilier. Merci beaucoup. Merci. Au retour de la pause, on reçoit en studio M. Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire, pour parler du bilan des acquisitions de la ville en 2023. L'histoire d'ici, ce sont 12 rencontres avec d'éminents spécialistes sur différents aspects de l'histoire de la vallée du Richelieu. C'est un rendez-vous, c'est votre histoire. À l'automne dernier, Mont-Saint-Hilaire a adopté son plan climat 2023-2030 et M. Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire, est ici pour nous rappeler les grandes lignes de ce fameux plan climat qui est vraiment en ligne avec vos objectifs de décarbonation. Oui, en effet. Donc, c'est une priorité du Conseil de bien se préparer, notamment au climat qui change, mais surtout de contribuer à la diminution de nos émissions. Donc, c'est un plan qui a une architecture qui est double, si vous voulez, donc des actions qui sont vraiment spécifiques à l'administration municipale, donc aux activités de la ville proprement dit, puis des activités grand public ou pour nos concitoyens, donc une invitation à contribuer à diminuer notre empreinte carbone, puis attendre, comme vous l'avez dit, à la carboneutralité. Oui, donc d'ici 2050, c'est l'objectif. Oui, mais c'est un gros chantier quand même. Donc, d'un point de vue municipal, par exemple, ça sous-entend de changer les modes de chauffage de certains immeubles. On a encore des vieux immeubles qui fonctionnent au mazout, d'autres au gaz. Donc, c'est d'améliorer la performance de tous nos bâtiments. Mais lorsqu'on a adopté le plan, en fait, le premier geste, parce que ce n'est pas seulement qu'un plan, c'est un plan qui est suivi d'actions et d'un plan d'action qui sera adopté dès ce printemps. Mais une des actions maîtresses, ça a été l'adoption d'un règlement qui vient encadrer l'utilisation des combustibles gazeux. Donc, ce règlement-là stipule qu'il n'y aura plus de nouvelles constructions à Mont-Saint-Hilaire qui utilisent le gaz naturel, qui est de sources non renouvelables, si vous voulez. Oui. Alors, il y a quelques exceptions pour des procédés puis des usages qui seraient vraiment spécifiques, mais de façon générale, tous les nouveaux immeubles à Mont-Saint-Hilaire devront utiliser de nouvelles technologies, des chauffages à base d'énergie renouvelable pour pouvoir obtenir leur permis, ce qui est un geste très important, oui, mais qui est un geste aussi qui est bien aligné avec ce que nous recommande le GIEC, l'Institut Trottier, puis plein d'organismes qui s'intéressent au changement climatique et de chercheurs là, qui ont étudié la chose. Et donc, vous avez mis en place ces règlements-là. Est-ce qu'il y a d'autres villes au Québec qui suivent le pas?
Bien oui, il y a quelques villes comme nous qui ont emboîté le pas, mais c'est beaucoup d'actualité ce qu'on fait, puisque aussi le gouvernement du Québec est en consultation publique en ce moment pour un projet de règlement qui vient encadrer l'efficacité environnementale des bâtiments. Et justement, on déposait un mémoire dans le cadre de ces consultations publiques-là pour féliciter, dans un premier temps, le gouvernement du Québec, puisqu'il faut s'attaquer à l'efficacité de nos bâtiments, mais aussi pour rappeler au gouvernement du Québec, bien, l'autonomie municipale, le principe de subsidiarité, parce que nous, dans les villes, on est aux premières loges pour ces actions-là, mais surtout pour rappeler que les villes doivent pouvoir innover comme on l'a fait et peut-être avoir des ambitions plus grandes si on désire réduire notre empreinte carbone. Donc, c'est tout ce qu'on rappelle dans notre Parce mémoire. que quel pourrait être l'impact d'un projet de loi comme le projet de loi 41 sur une ville comme Mont-Saint-Hilaire? Bien, on espère surtout que ça ne viendra pas annuler, en fait, le règlement ou la portée de notre règlement. C'est Donc, même si le gouvernement veut mettre de l'avant l'environnement, bien, ça pourrait venir défaire ce que vous avez déjà fait. Bien, en voulant établir une règle minimale pour tous, ce qu'on espère, c'est que le gouvernement va nous laisser de la place pour continuer à innover, puis peut-être avoir des ambitions plus grandes si c'est ce que notre population nous demande. Donc, en espérant, évidemment, que le gouvernement fasse équipe avec les municipalités. Et merci, M. Guertin, de nous avoir rappelé les grandes lignes de votre plan climat. Merci à vous. Puis en effet, on souhaite vivement faire équipe avec le gouvernement du Québec. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus sur notre plan climat ou sur le mémoire qu'on a déposé, bien, vous pouvez aller consulter le tout sur le site Internet de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Merci. Merci à vous. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous. On souhaite vous informer que les 28 et 29 février prochains, les villes de Saint-Basile-le-Grand et de McMasterville tiendront 2 séances d'information auxquelles seront présents des experts de l'environnement pour répondre à vos questions sur le projet Northvolt. Ainsi, si vous souhaitez réellement être informé, on vous invite à rester à l'affût pour les détails dans les prochains jours. Sur ce, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. À l'émission Parole d'auteur, je partage avec vous ma passion pour la lecture. Je vous invite à découvrir avec moi des auteurs québécois qui vont nous parler de ce qui les anime et ce qui les fait vibrer. Suivez-nous sur la télévision citoyenne.